Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des origines du cancer. Alors, il y a deux parties à mon plan. La première, c'est on va voir quelques définitions, notamment des notions extrêmement importantes qui sont les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs. Et dans une deuxième partie, on va essayer de se mettre un peu dans la peau des patients en parlant de diagnostic et de pronostic. Et dans cette première partie, on va illustrer les cancers avec en particulier les exemples du cancer colorectal et du cancer du sein. Alors, qu'est-ce qu'un cancer? Il n'y a pas de définition absolument univoque. En fait, ça va être tous les dérèglements du corps qui font qu'il y a une prolifération d'un type cellulaire qui va empêcher un organe de bien fonctionner, un organe ou un système. Et donc, pour illustrer ça, vous avez une structure relativement régulière au centre d'un muscle lisse. Et puis, vous avez ce qu'on appelle un sarcome. Donc, un sarcome, c'est un cancer des cellules mésenchymateuses. C'est par opposition aux carcinomes qui sont les cancers des cellules épithéliales, l'éio, le muscle. Et donc, on va voir qu'on a des cellules de type fibroblastique qui vont envahir ce muscle lisse et qui vont altérer sa structure. Et en fait, c'est en altérant la structure que le cancer, la tumeur, va altérer la fonction du tissu qui l'envahit. Alors, une notion extrêmement importante, c'est que une tumeur, c'est un succès individuel d'une cellule. Et en fait, toute la tumeur est un clone, c'est-à-dire la progéniture d'une cellule unique. On a de multiples arguments pour dire que ça se passe systématiquement comme ça. Là, je vous en ai représenté un. C'est dans le cas d'un cancer du sang qui s'appelle un myélome, où on a les lymphocytes B. Donc, vous savez que les lymphocytes B sécrètent les immunoglobulines qu'on voit dans le plasma sanguin et qui sont polyclonales, donc qui sont toutes un peu différentes. Et en fait, dans le sang, dans le plasma d'un patient atteint de myélome, on voit une bande qui correspond à un anticorps très majoritaire, qui est monoclonal, parce que ces lymphocytes tumoraux qui ont proliféré ont rempli tout l'espace disponible dans le sang, dans la niche sang, et ont sécrété le même anticorps monoclonal. Donc, c'est un argument pour dire que c'est monoclonal. Ça ne veut pas dire que la tumeur est homogène, parce que lors de sa prolifération, vous pouvez avoir des variants au sein de la même tumeur. Mais il n'empêche pas que la tumeur dérive d'une cellule unique. Alors, pourquoi elle dérive d'une cellule unique? Parce qu'il faut un certain nombre de mutations pour arriver à faire une tumeur. Donc, on a des réplications qui sont normales dans le développement de l'organisme, depuis l'œuf fertilisé jusqu'au développement, jusqu'à l'embryon, le fœtus, l'enfant et l'adulte. Et vous savez qu'à chaque tour de mitose, la mitose, c'est la division de deux cellules identiques, oui, mais aux mutations près. Et en fait, on a beau avoir des systèmes de réparation très efficaces de l'ADN, il y a quelques mutations qui échappent à leur vigilance et donc qui s'accumulent au cours du développement de l'adulte, et c'est normal. Simplement, on va voir parfois ces mutations, c'est la faute à pas de chance, vont toucher des gènes qui promeuvent le cancer. Et donc, vous avez une cellule qui va commencer à vivre sa vie de manière autonome par rapport à l'organisme et qui va générer une tumeur. Et cette tumeur, elle prolifère elle-même, donc elle va accumuler plus de mutations. Alors, c'est donc un processus intrinsèque de mutation. Évidemment, on peut augmenter le nombre de mutations qu'on accumule par des styles de vie. Évidemment, si on vit dans une ville très polluée par rapport à la campagne, on va accumuler plus de mutations. Si on fume, on va accumuler plus de mutations. Si on s'expose beaucoup au soleil, on va accumuler plus de mutations. Et puis, au sein de la tumeur, il y a des tumeurs qui vont muter justement ces systèmes de réparation de l'ADN. Donc, elles vont trouver le moyen d'accumuler encore plus de mutations. C'est ce qu'on appelle un phénotype mutateur, et quelque part, ça va aider à leur développement, puisqu'elles vont trouver des moyens d'échapper encore plus au contrôle qui s'exerce sur elles. Et c'est pour ça que le cancer est une maladie liée à l'âge. Donc, vous voyez l'incidence pour 100 000 personnes du cancer dans nos sociétés typiques, c'est une courbe qui serait la même dans toutes les sociétés développées. On vit jusqu'à 80 ans et vous voyez une courbe avec une augmentation terrible à partir de 60-70 ans, 80 ans, on fait de plus en plus de cancers. Les cancers chez les enfants existent, mais ils sont extrêmement rares. Et en fait, d'après ces courbes-là, on sait que
le risque de développer un cancer. De 0 à 40 ans, c'est 1 sur 70 chez l'homme et 1 sur 50 chez la femme. Et en fait, sur la vie entière, c'est la moitié des hommes qui développeront un cancer, avec nos espérances de vie chez nous en France, ou une femme sur 3 qui développe un cancer. Donc, en fait, cette courbe de croissance exponentielle peut être modélisée et en fait, elle correspond parfaitement à l'accumulation d'événements aléatoires. Alors, suivant les types de cancers, suivant les modélisations, on arrive à un nombre qui est entre 3 et 7 d'événements stochastiques, et ces événements stochastiques, c'est évidemment les mutations causales du cancer. Alors, on va voir maintenant sur un exemple précis, parce que c'est un des plus stéréotypés, et donc c'est un de ceux qu'on comprend bien, c'est le cancer colorectal. Alors là, vous avez la muqueuse du côlon, avec ces cellules-là qui apparaissent en blanc, qui sont pleines de mucus, qui vont sécréter du mucus pour évacuer les selles, tout simplement. Là, vous voyez que l'épaisseur du côlon de la muqueuse est restreinte à cette hauteur-là. Vous voyez bien le curseur, hein? Je pense que oui. Et vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle un polype qui va se développer, polype qui est une masse aberrante dans la lumière du côlon, qui garde cette structure différenciée. On voit les cellules à mucus, on voit la structure en crypte. Et puis, ce polype peut se développer encore plus. Et là, vous voyez que donc, cette épaisseur-là, qui sur cette image était restreinte à ça, maintenant, elle est restreinte à ça. Ça, c'est la muqueuse normale. Et vous voyez que le polype a pris de l'ampleur. Mais tout ça, ça s'appelle encore un adénome, c'est-à-dire, dans le langage courant, une tumeur bénigne, ou dans le langage des médecins, c'est une dysplasie. À ce stade-là, ce n'est pas encore trop grave parce que ça ne forme pas de métastase. Ce qui est vraiment gênant, c'est quand on arrive au stade métastase, qu'on a donc un carcinome, puisque c'est une cellule épithéliale qui va cancériser. Et là, vous voyez qu'il y a une partie qui est encore un peu différenciée. Il y a quelqu'un qui est intervenu? Non? Une partie qui est encore différenciée, avec cette structure qui est maintenue. Et puis, il y a toute une zone de transition où on voit bien que la tumeur a envahi le tissu sous-jacent. Et donc, ça, c'est une tumeur qui essaime, c'est une tumeur qui forme des métastases. Et c'est un stade qu'on appelle néoplasie dans le jargon médical. Donc, les tumeurs, tant qu'elles sont localisées, elles ne sont pas si graves. Et en fait, c'est un processus presque normal, puisqu'on estime que la moitié des personnes âgées de 60 ans et plus commencent à développer des polypes. Alors ça, c'est la muqueuse rectale. Et donc, c'est un diagnostic qu'on fait par toucher rectal chez le médecin ou par endoscopie si c'est plus profond. Et on voit une boule dans la lumière du côlon. Et alors, si la recommandation médicale, c'est de l'enlever, donc là, vous voyez une expérience par coloscopie où vous avez une sonde qui permet d'imager et de couper et de cautériser. Donc ensuite, la tumeur bénigne est évacuée tout simplement par les voies naturelles. Là, vous avez réglé un problème qui n'était pas encore très grave, mais qui potentiellement était un problème grave. En effet, si on laisse évoluer la tumeur, elle va commencer à essaimer des cellules tumorales qui vont être disséminées dans l'organisme, soit par le réseau sanguin, soit par le réseau des capillaires lymphatiques qui drainent l'organisme. Et c'est comme ça qu'on arrive à des patients qui sont chargés en métastase. Alors là, c'est la méthode de choix pour voir les métastases. En fait, vous savez peut-être que les cellules tumorales consomment énormément de glucose. Donc, on fait une imagerie par PET scan, donc tomographie à émission de positrons, de positons en français, et on va injecter un marqueur fluorescent, un marqueur radioactif à l'état de trace, donc ce n'est pas dangereux pour le patient, et ce glucose, il va se concentrer dans les endroits où le glucose est utilisé. Donc, vous voyez aussi la vessie, parce que ce marqueur, il va être éliminé assez rapidement. Et puis, on voit aussi le cerveau toujours, parce que le cerveau est un des organes qui consomme le plus de sucre. Mais toutes ces images abdominales correspondent à des tumeurs, là. Donc, voilà des métastases chez un patient. Et donc, évidemment, à ce stade-là, retirer la tumeur primaire ne suffit pas, il faut un traitement systémique qui soit distribué dans l'organisme, et c'est ce qu'on appelle une chimiothérapie. Alors, attendez,
Est-ce que je peux masquer ça pour voir le titre de mes diapos? Peut-être je le mets là, ouais. Donc, en fait, je vous ai dit que le cancer colorectal était relativement stéréotypé, au moins dans ses premières étapes. Vous voyez, les deux premières étapes correspondent à des mutations dans des gènes qu'on appelle APC et RAS, qu'on va voir maintenant. Ensuite, c'est plus divers. Et là, vous avez l'âge typique de formation de ces tumeurs. Alors, si on regarde les mutations de RAS, c'est essentiellement KRAS qui est muté. Comme souvent dans le génome humain, on a plusieurs gènes homologues, on appelle ça des paralogues, des gènes paralogues. Donc, il y a 3 gènes RAS, mais c'est KRAS qui est le plus souvent muté. Il y a aussi des mutations de NRAS. Et en fait, quand on regarde le type de mutation en séquençant les patients, tout simplement, en séquençant les tumeurs des patients, on voit qu'on a des mutations missense en anglais, donc des substitutions, des faux sens en français, des substitutions d'un acide aminé pour un autre à des positions privilégiées. Il y a un autre gène RAS qui est muté, c'est le gène NRAS, et on va retrouver les mêmes positions qui sont mutées, toujours par des substitutions, à des proportions variables, mais c'est les mêmes positions. D'accord ? Et en fait, pourquoi on a des mutations aussi précises, aussi clusterisées, aussi focalisées sur le gène? Bien, tout simplement parce que dans le cas d'un oncogène, donc le gène RAS, c'est l'exemple, le prototype d'oncogène, donc onco, le cancer, un gène qui favorise le cancer. C'est un gène qui doit être présent et qui doit fonctionner, mais qui fonctionne anormalement en étant toujours on. Donc, vous savez que RAS appartient à la superfamille des petites GTPases. C'est une protéine qui est associée soit au GTP et elle l'hydrolyse en GDP. Et la conformation, quand elle est liée au GTP, n'est pas exactement la même que la conformation quand elle est liée au GDP. Il y a une partie de la structure qui change, et ce sont les régions qu'on appelle switch. Et en fait, entre la forme GDP et la forme GTP, ce changement de conformation va être reconnu par d'autres protéines en aval qui vont transmettre le signal. Donc, quand les switches sont dans cette conformation-là, ces switches sont reconnus par d'autres protéines qui vont être elles-mêmes activées. Donc, en gros, il faut voir ça comme des interrupteurs électriques. Vous avez la position off, la position on. Quand la position on est activée sur le premier intermédiaire, il y a une deuxième protéine qui se lie et qui elle-même va être activée en réponse. Ce que font les mutations très précises qu'on a trouvées dans les tumeurs des patients, c'est en fait de bloquer la petite GTPase sous sa forme active, sous sa forme liée au GTP. Et c'est en ça que ce sont des mutations oncogéniques. On reviendra dessus. Donc, une première définition d'un oncogène, c'est qu'un oncogène va favoriser le développement du cancer, qu'il est activé par une mutation qu'on peut qualifier de gain de fonction, puisque la protéine est là, elle exerce sa fonction, mais elle l'exerce trop, elle l'exerce tout le temps. Donc c'est un gain de fonction, au lieu d'être régulé négativement, elle est plus régulée négativement. Et comme cet allèle est dominant par rapport au sauvage qui reste, eh ben, un seul allèle muté va suffire à déclencher la formation d'une tumeur. Donc, le choix pour avoir des mutations gain de fonction, c'est essentiellement des substitutions, comme on a vu dans le cas de RAS. Il y a aussi des oncogènes qui sont activés par amplification. On fait beaucoup plus du gène qui transmet le signal. Et en faisant beaucoup plus, on va transmettre l'information. On va voir un autre exemple. Alors, voilà pour cette étape-là, RAS. Maintenant, on va voir APC. APC, ah non, pardon, la transition est fausse. On va voir un autre gène qui est, vous voyez, c'est le gène qui code pour la sous-unité catalytique de la PI3 kinase. On va en reparler dans la partie cancer du sein. Et donc, là aussi, on voit que les mutations des tumeurs sont clusterisées et donc sont aussi essentiellement des mutations faux sens, donc des substitutions. Et ça, c'est vraiment typique des oncogènes. Donc là aussi, on a un autre oncogène. Donc, dans les oncogènes, on a des hotspots de mutation. Et ça se comprend très bien, c'est parce qu'il y a un nombre fini, limité, de manières de garder la protéine, mais de la coincer dans l'état on. Il vous faut la structure, la protéine doit être là, mais elle doit être coincée dans l'état on. Alors maintenant, on va voir APC.
Et APC, quand on regarde les mutations trouvées chez les tumeurs des patients, donc dès le stade polype, on voit tout un tas de mutations différentes qui n'ont pas l'air clusterisées vraiment. Donc, vous avez des mutations, des substitutions qui sont tout le long de la séquence de la protéine. C'est une très grande protéine, plus de 2700 aminoacides. Vous avez des délétions, des insertions qui induisent des décalages de phase. Vous avez des mutations non-sens, c'est-à-dire l'apparition d'un codon stop. Et en fait, les décalages de phase induisent aussi très vite l'apparition d'un codon stop. Donc, il faut qu'il y ait une grosse partie de la protéine qui manque. Donc, la partie C-terminale doit manquer. C'est pour ça que les mutations les mutations non-sens, donc l'apparition des codons stop et les décalages de phase, ne sont pas tout le long de la protéine. Il faut que le C-terminal manque. Donc, elles sont relativement concentrées dans la partie aminoterminale parce qu'il faut que toute cette partie-là manque. Il peut y avoir aussi des défauts d'épissage qui font qu'il manque une grosse partie de la protéine. Donc, un gène suppresseur de tumeur, comme son nom l'indique, c'est un frein sur le développement des cancers. Les mutations qu'on va trouver sont des mutations perte de fonction. Et là, il y a tout un tas de manières de perdre la fonction d'une protéine. Et si on veut perdre complètement la fonction d'une protéine, il faut inactiver les 2 allèles de notre génome diploïde. Donc, ce sont des allèles récessifs vis-à-vis du sauvage. Donc, et on va voir quelles conséquences ça a. Et donc, des exemples de mutations de perte de fonction, on a toutes sortes de choses. Donc, j'ai décrit substitution, apparition de codon stop, des délétions entières de parties de chromosomes qui contiennent des gènes suppresseurs de tumeurs. Il y a aussi une répression très forte par l'hyperméthylation des promoteurs qui empêche les gènes d'être transcrits et traduits. Et donc, par épigénétique, on peut éteindre aussi les gènes suppresseurs de tumeurs. Alors, un point extrêmement important, c'est que les gènes suppresseurs de tumeurs sont souvent à la base des prédispositions. Alors, pourquoi? C'est un phénomène qu'on appelle une perte d'hétérozygosie. Qu'est-ce qui se passe dans un cas sporadique, comme dans le cancer colorectal? Donc, vous avez ce grand gène APC qui va être muté une fois. Il ne se passe encore rien parce qu'il faut attendre que la deuxième copie soit mutée pour que le polype se développe. Vous pouvez très bien avoir un parent qui a déjà une des copies mutées et vous héritez en tant qu'enfant de la copie mutée de votre parent. Dans ce cas-là, vous avez une perte d'hétérozygosie dans la tumeur, c'est-à-dire que la tumeur va perdre. Il suffit pour qu'une tumeur se développe que la deuxième copie sauvage soit perdue. Et donc, c'est plus simple parce que là, vous avez 2 événements aléatoires et là, il n'y a qu'un seul événement aléatoire. Donc ça va être un gène de prédisposition à développer des cancers colorectaux. Et alors, dans les gènes de prédisposition, en général, on a des cancers plus tôt que si on attend que le hasard fasse son travail. Et pour les cancers qui touchent les organes qui vont par paire, le sein, les yeux, le rétinoblastome est un autre exemple, on va voir le cancer du sein, on a les 2 seins ou les 2 yeux qui sont affectés et non pas un seul aléatoirement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les familles qui ont perdu un APC et qui ont transmis ça à leur descendance? Vous voyez que les enfants les jeunes adultes qui sont atteints, qui ont hérité de l'allèle muté, vont développer une quantité de polypes, des milliers de polypes. Ça, c'est la muqueuse rectale d'un côté, côlon dans le cas sauvage. Ça, c'est la muqueuse d'un individu hétérozygote qui va faire de multiples polypes. Et donc, il a une prédisposition très forte à développer des cancers colorectaux. À ce stade-là, on ne parle pas en général de cancer, c'est juste des polypes, mais là, il y en a trop pour pouvoir les enlever. Et chacun de ces polypes individuels peut dégénérer en une vraie tumeur colorectale. Donc, en fait, les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs sont atteints par des mutations qu'on appelle driver en franglais ou causales, parce qu'elles confèrent un avantage de croissance à la cellule qui les contient. Et donc, on a vu qu'il fallait une acquisition séquentielle de 3 à 7 mutations driver sur des dizaines d'années pour développer un cancer. Mais pendant ce temps-là, évidemment, on accumule aussi des mutations qui sont neutres
On peut aussi accumuler des mutations qui empêchent la tumeur de se développer. Dans ce cas-là, c'est bien, on ne voit pas le résultat. Mais il y a énormément de mutations qui sont neutres, qui s'accumulent au cours du développement de la tumeur. Et donc, il y a deux cas où on voit particulièrement un grand nombre de mutations. C'est le cancer du poumon pour les fumeurs et c'est les mélanomes cutanés pour les gens qui s'exposent trop au soleil. Dans le cas d'une mutation qui donne un phénotype mutateur, on peut avoir jusqu'à 1 millier de mutations passagères. Et donc, il faudra séparer le bon grain de l'ivraie, il faudra trouver les mutations driver par rapport aux mutations passagères. Alors, vous savez que maintenant, on séquence à tour de bras, c'est le Next Generation Sequencing. Donc, on a le nombre moyen de mutations. Donc, on va séquencer la tumeur, on va séquencer un petit peu de sang avec des lymphocytes à titre de comparaison pour pouvoir séparer ce qui est polymorphisme de ce qui est mutation propre des tumeurs. Ça, c'est le nombre moyen de mutations propres des tumeurs qui sont en général dérivées d'une cohorte d'1 millier de patients si les cancers sont suffisamment fréquents. Et donc, on voit que les cancers du poumon ont plus de 100 mutations, le mélanome, il est là, plus de 100 mutations, alors que les autres ont plutôt moins de 100 mutations. Et chez l'enfant, les cancers de l'enfant sont très rares. Et là, on a beaucoup moins de problèmes à identifier les mutations causales parce qu'on a très peu de mutations. L'enfant n'a pas eu le temps d'accumuler les mutations. En revanche, si par malchance, c'est un de ses enfants qui a fait une tumeur, eh ben, il aura eu des mutations driver dans des oncogènes et des gènes suppresseurs de tumeurs. Donc, comment on identifie les mutations driver? Pour chaque type de cancer, c'est simplement par la fréquence de mutation de chaque gène. Maintenant qu'on séquence à tour de bras, c'est très simple. Alors, on met un seuil arbitraire, là, dans ce cas-là, c'est 20%. Et on dit, si on a plus de 20% des mutations dans un gène qui sont des substitutions qui apparaissent dans des hotspots, ce sera vraisemblablement un oncogène. Si on a plus de 20% des mutations qui ont l'air inactivantes avec apparition de codon stop, etc., vraisemblablement, ce sera des gènes suppresseurs de tumeurs. Donc, avec cette définition, une analyse pan-cancer, si on poule tous les cancers, donne 71 gènes suppresseurs de tumeurs et 54 gènes oncogéniques. Il y a toujours un peu plus de gènes suppresseurs de tumeurs que d'oncogènes, mais c'est un peu arbitraire. Donc là, dans cette étude-là, évidemment, il n'y a pas que les mutations ponctuelles, on peut avoir des amplifications, des délétions, comme j'ai dit, des translocations dont je n'ai pas parlé. Et donc, dans cette étude-là, ils estimaient environ 140 gènes causaux pour développer le cancer. Il y a d'autres études où on arrive à 300 et les plus avancées arrivent à 500, 600. Et en fait, pour les gènes qui sont dans la zone grise, en général, la démonstration que, expérimentalement, ce sont des mutations qui confèrent des avantages de croissance aux cellules n'est pas faite. Donc, il y a vraiment toute une zone grise où on ne sait pas trop si ce sont des gènes de cancer ou pas. Alors, ces gènes de cancer, ils vont faire que, normalement, la croissance des cellules qui est régulée par des signaux, par exemple des facteurs de croissance, la cellule tumorale va échapper à ce besoin-là. Il y a des signaux qui disent à la cellule de s'arrêter, ils vont être insensibles à ces signaux-là. Il y a même des signaux qui disent à la cellule de se suicider, donc l'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Les mutations vont empêcher les cellules de rentrer en apoptose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les mutations qui vont permettre d'envahir les tissus, donc c'est une acquisition de la migration, comme on avait vu l'autre fois avec le pathway de polymérisation d'actine. Et puis, quand la tumeur grossit suffisamment, en fait, elle s'asphyxie elle-même et donc il y a un avantage à savoir induire des vaisseaux sanguins qui vont alimenter la tumeur, à la fois en oxygène, bien qu'elle fermente beaucoup, mais surtout en nutriments. Donc, les mutations causales peuvent aussi induire l'angiogénèse, c'est-à-dire le développement de vaisseaux sanguins. Et une caractéristique systématique des cellules tumorales, c'est qu'elles se répliquent de manière infinie, là où les cellules normales rentrent en sénescence, c'est quelque chose que vous verrez dans un autre cours. Les cellules normales doivent s'arrêter au bout d'un certain nombre de cycles, et celles-là continuent de manière indéfinie.
Alors, ces caractéristiques, dans la plupart des cancers, le cancer colorectal est un cas un peu favorable où on comprend bien et au moins au début, les événements sont stéréotypés. Mais sinon, elles semblent pouvoir être acquises chez différents patients avec des mutations différentes qui touchent des gènes différents. Donc, c'est toute une combinatoire. Et en fait, cette combinatoire, elle n'a pas l'air d'être, dans le cas général, acquise dans une séquence temporelle imposée. Donc, il y a plein de manières de faire une tumeur. Et entre deux tumeurs morphologiquement qui sont les mêmes, qui touchent les mêmes organes entre deux patients, on a une histoire naturelle différente et on a des gènes touchés différents. Donc, diagnostic et pronostic. Là, on va changer de modèle, on va parler de cancer du sein, parce que ça sera intéressant dans le deuxième cours sur les thérapies du cancer. Alors, si on se place dans la peau du patient, en général, le point d'appel d'une tumeur dans le sein, c'est on sent une grosseur, on peut se palper les seins soi-même et sentir une masse dans le sein. Ça va être ensuite suivi d'une mammographie, d'une biopsie et d'une résection, c'est-à-dire une opération chirurgicale pour retirer la tumeur. Alors, comme souvent dans les cancers, la majorité des cas sont sporadiques. Dans le cancer colorectal comme dans le sein, c'est 90% de cas sporadiques et seulement 10% de cas familiaux. Alors, dans les cas familiaux, donc la tumeur se déclare alors que le sujet est jeune, et 90% de ces cas familiaux, donc 90% des 10%, donc 9%, touchent deux gènes suppresseurs de tumeur très bien caractérisés maintenant, qui sont BRCA1, BRCA2, Breast Cancer 1, Breast Cancer 2, qui sont deux gènes suppresseurs de tumeur. Et en fait, les deux codent pour des protéines de réparation de l'ADN. Donc, ce sont des protéines, quand elles sont touchées, qui vont favoriser l'acquisition de plus de mutations. Donc, quand on est d'une famille où il y a beaucoup de cancers du sein, on peut demander une consultation oncogénétique comme à l'Institut Curie ou à Gustave Roussy. Dans ce cas-là, on prend un peu de sang du patient et de tous les relatives, les parents et les enfants vivants, et on va tester s'il y a des mutations dans BRCA1 et BRCA2. Alors, ce n'est pas si simple que ça, parce que finalement, c'est des grands gènes, et donc détecter de manière certaine des mutations dans ces grands gènes, ce n'est pas aussi évident que ça en a l'air. Cependant, si on détecte une mutation dans l'un de ces gènes, ça prédispose à faire des cancers du sein dans 55% des cas, donc c'est quand même un risque élevé, et un cancer de l'ovaire qui est lié aussi à un cancer sexuel de la femme essentiellement dans 25% des cas. Je dis essentiellement parce qu'en fait, il y a des cancers du sein chez l'homme aussi. Et qu'est-ce qu'on a à faire? En fait, c'est un médecin qu'on va voir pour avoir une mauvaise nouvelle et au mieux une rassurance. Donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose des conseils psychologiques et on informe les patients. Et donc, il y a un cas célèbre, c'est l'actrice Angelina Jolie qui a été diagnostiquée avec des mutations de BRCA1 et qui a choisi de faire une double mastectomie avant, quand elle était jeune, quand elle était plein dans sa carrière d'actrice, avant de développer des tumeurs mammaires. Donc, c'est évidemment un choix assez dur parce que c'est évidemment psychologiquement difficile à supporter. Cependant, c'est une mutilation, mais c'est un organe qui n'est pas essentiel. Donc, c'est quand même, dans leur malheur, ces patients-là ont de la chance quand même. Alors, comment ça se passe? D'abord, il y a une mammographie pour détecter la tumeur. Donc, voilà un sein normal et voilà un sein avec une tumeur. Donc là, on voit qu'il y a une densification, mais vous voyez que ça, c'est un cas pédagogique, on va dire. Et déjà là, vous qui n'avez pas l'œil exercé, ce n'est pas évident. Surtout si la patiente est jeune, le sein est bien dense. Et donc, il y a plein d'endroits où on a l'impression d'avoir des densifications. Donc ensuite, pour être sûr du diagnostic, on fait une biopsie sous ultrason, comment on dit en français, sous échographie. Et donc, on va prélever un peu directement des cellules dans ce qu'on pense être la tumeur. Et là, il y a une analyse histologique qui est faite. Et c'est tout à fait empirique, en fait. On sait le devenir on sait les cas où ça évolue mal et les cas où ça évolue pas bien. Et donc, c'est le pronostic, c'est ce dont on va parler juste après.
Et donc, il y a un score histologique qui va d'abord évaluer la différenciation. Donc, la glande mammaire, c'est une glande. Donc, il y a des tubes qui correspondent aux canaux sécréteurs et collecteurs. Et donc, si la tumeur est bien différenciée, c'est-à-dire on voit essentiellement des tubes, eh ben, on a un petit score. Si on voit très peu de tubes, ben, c'est comme dans le cancer colorectal. Plus on aura perdu la structure, plus ce sera de mauvais pronostics. Donc, on met un score élevé, on met 3. Et puis, on peut regarder combien on a de mitoses par nombre de champs. Donc, plus ça va proliférer, plus on a de mitoses, et plus on a de mitoses, plus c'est potentiellement délétère. Il y a un autre critère, pareil, issu des anatomopathologistes, de leur expérience, qui montre que dans le sein normal, les noyaux sont à peu près homogènes en taille. Alors que dans les cas graves, en fait, on a des noyaux qui sont beaucoup plus gros que les cas normaux, et puis avec des nucléoles qui se voient bien en microscopie optique de base. Donc le nucléole, c'est là où s'assemblent les ribosomes, donc c'est les cellules actives. C'est les cellules actives qui ont des gros nucléoles, ou alors des noyaux, en français, de taille irrégulière. Donc vous voyez ces critères-là, ensuite on fait un score, et en fait vous êtes de stade 1 si vous avez un total entre 3 et 5, de stade 2 un total entre 6 et 7, et de stade 3, le plus grave, si on a un cancer peu différencié, avec peu de tubes, beaucoup de mitoses, et des noyaux très, très différents les uns des autres. Donc voilà l'exemple d'une cohorte rétrospective. Donc c'est une cohorte qui a été accumulée à l'Institut Curie. C'était un travail de recherche que j'ai fait avec un clinicien de l'Institut Curie, Yvan Bièche. Et en fait, il avait accumulé 454 patientes, dont 167 ont développé des métastases. Donc 35% ont développé des métastases. C'est une cohorte qu'on a un suivi sur 30 ans. Donc ça a été fait il y a assez longtemps maintenant. Et qu'est-ce qu'on voit? On peut calculer la valeur, la p-valeur associée au fait de développer des métastases suivant un critère. Par exemple, est-ce que c'est plus grave d'avoir son cancer après 50 ans ou avant 50 ans? En fait, non. En termes de métastases, ce n'est pas plus grave. En revanche, vous voyez 3 critères que j'ai repris là, qui sont des critères les plus simples possibles. Le grade histologique qu'on voit dès la biopsie, avant même d'opérer et de retirer la tumeur. Vous voyez que la p-valeur est très basse. Donc, d'avoir un stade 3, ben, ça prédispose à 2 ou 3, ça prédispose à avoir des métastases. La simple taille de la tumeur prédispose à avoir des métastases parce qu'évidemment, si la tumeur est plus grande, ça veut dire qu'elle a eu plus de temps de générer des variants qui ont accumulé des mutations supplémentaires, qui ont acquis des caractéristiques supplémentaires, et notamment des caractéristiques d'invasion et de dissémination. Et en fait, le début de la dissémination, on le voit dans le statut des ganglions axillaires. En fait, le sein est drainé par le sang et le sang va juste après dans des ganglions qui sont sous les selles. Et donc, on va retirer ces ganglions quand on retire la tumeur et on peut regarder ces ganglions. On peut voir s'il y a déjà des cellules de sein donc qui ne ressemblent pas du tout, qui sont beaucoup plus grosses, qui ne doivent pas être là, qui ne ressemblent pas à des lymphocytes, chez ces patientes ou pas. Et en fait, quand on en détecte, c'est de mauvais pronostic. Alors, donc sur la cohorte rétrospective dont je vous ai parlé, on connaît donc l'évolution de ces patients, donc on peut représenter la survie au sein de cette cohorte suivant n'importe quel critère. Donc là, j'avais tous les critères, j'ai retenu que la taille des tumeurs. Entre une tumeur de petite taille, moyenne ou de grande taille, vous voyez que la survie des patients est diminuée. Donc 5 ans, pour vous donner un repère, c'est un peu moins de 2000 jours. Donc là, c'est vraiment un suivi sur 30 ans. Ensuite, les courbes sont plates, c'est vraiment là que ça se passe. Et vous voulez tirer de l'information de ces cohortes rétrospectives pour pouvoir établir un pronostic aux patients suivants qui viendraient. Et donc, pour ça, vous faites un modèle mathématique en rentrant tous les critères qui sont associés au pronostic, donc la taille des tumeurs, les ganglions, la taille, qu'est-ce que j'ai dit, le grade SBR. Et vous pouvez ensuite
s'il y a quelqu'un qui vient, donc ça c'est un modèle mathématique des courbes observées, vous pouvez lui prédire son évolution dans le temps. Alors, ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui se dit de but en blanc, mais c'est une information que le médecin va utiliser pour préconiser un traitement. Évidemment qu'on va donner, on va essayer de prévenir les métastases avec de la chimiothérapie, surtout dans les cas où on sait que l'évolution est mauvaise. Alors là, c'était pour vous montrer comment on pouvait associer un critère à un pronostic. Et en fait, les critères deviennent de plus en plus moléculaires maintenant. Donc, un des critères, par exemple, c'est de prendre la tumeur, un bout de tumeur, et de regarder l'expression des gènes. Donc ça, c'est par microarray, ça se ferait peut-être plus par RNA sec maintenant. Donc, c'est une matrice où vous avez une surexpression en rouge ou une sous-expression d'un gène en vert. Et il y a 70 gènes sur le génome entier, donc environ 20 000 gènes, qui ont été définis comme des gènes associés au pronostic, comme on a vu précédemment. Donc des gènes qui vont, d'une manière ou d'une autre, prédire une évolution favorable ou défavorable. Et en fait, vous pouvez clusteriser ces patients suivant qu'ils ont le même pattern d'expression sur les 70 gènes pronostiques. Donc là, vous avez 295 tumeurs et là, 70 gènes pronostiques. Pareil, on va mettre un seuil un peu arbitraire, mais regardez l'évolution des patientes. Ça, c'est une bonne signature, c'est une signature de bon pronostic, et vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de mort dans ces patients-là. En revanche, ceux qui ont ce profil d'expression les prédisposent à faire des tumeurs qui vont devenir malignes, qui vont se disséminer, et donc à 5 ans, qui est le critère, d'habitude, là, vous avez plus que 70% des patientes qui survivent. Donc ça, c'est des tests diagnostiques qui sont vendus, qui sont mis au point par des sociétés de biotechnologie et qui sont vendus et qui rentrent complètement dans l'arsenal des médecins pour savoir s'il faut faire un traitement par chimiothérapie agressive ou pas. Là, évidemment, il n'y a aucun intérêt à donner une chimiothérapie qui est mal supportée. Alors, un autre exemple, c'est on peut détecter les tumeurs circulantes dans le sang directement. Alors, c'est circulating tumor cells. Le problème, c'est qu'elles sont évidemment dans le sang très peu abondantes. Là, bon, les plus abondantes, c'est les globules rouges, évidemment. Vous avez les cellules de l'immunité, les plaquettes, quoi d'autre. Et loin derrière, vous avez des cellules de tumeurs circulantes. Alors, pour les détecter de manière à peu près fiable, il faut une double sélectivité. Une première sélectivité où en fait vous allez prendre des nanoparticules, vous allez les recouvrir d'anticorps contre des protéines de surface typiques de cellules épithéliales qui n'ont rien à faire dans la circulation sanguine, mais qui peuvent toujours être exprimées par les cellules de carcinome, donc les cellules tumorales, pour les enrichir à la surface de ces nanoparticules. Et ensuite, vous allez faire un deuxième marquage caractéristique de ces cellules de carcinome pour être sûr que ce n'est pas une de ces cellules qui aurait été retenue par hasard. Et ensuite, si vous avez le double critère que ça a été retenu sur les nanoparticules et qu'elles sont positives pour les cytokératines, vous avez une CTC, une cellule de tumeur circulante. Et donc, pour une prise de sang classique de 7,5 ml, vous voyez la différence de pronostic suivant que vous avez moins de 5 ou 5 cellules circulantes. Donc, si vous avez plus de 5, il y a une issue en général favorable au cancer et une évolution beaucoup plus dure s'il y en a plus de 5. Donc, tout ça, c'est des critères diagnostiques à destination des oncologues. Donc, la bonne nouvelle, c'est que dans le cancer, il y a quelques révolutions, mais pas beaucoup, elles sont rares. Mais graduellement, en fait, tout ce que je vous ai dit, et notamment être capable de faire un diagnostic d'une tumeur un diagnostic précoce et d'une tumeur qui évolue mal et le savoir précocement, c'est très important et ça permet de gagner des points de survie. Là, si vous regardez, donc c'est des données américaines un peu vieilles, de 1944 jusqu'à 2004, vous voyez que la survie à 5 ans était de 40% dans les années 50 et qu'au début des années 2000, on était monté à 85%. Je suis sûr qu'on doit être à 90% maintenant. Et évidemment, ce taux de survie est très différent suivant que le cancer est toujours localisé au sein,
qu'il a envahi localement les ganglions lymphatiques, qui est un diagnostic qui est fait au moment de la chirurgie, ou si le cancer a métastasé, où là, vous voyez qu'on passe de 98% s'il est localisé, 80% s'il y a un spread régional, à 20% si le cancer a métastasé. Donc, la conclusion de l'origine des cancers, c'est que les cancers résultent d'une prolifération incontrôlée. Ce n'est pas que les cellules prolifèrent plus vite. Comme on a vu l'autre fois, les cancers, les cellules normales peuvent proliférer très vite, mais uniquement dans les bonnes conditions. Les cellules cancéreuses, elles, vont proliférer, pas obligatoirement vite, parce que le cancer prend du temps à se développer, typiquement plusieurs dizaines d'années, mais elles vont proliférer de manière incontrôlée, c'est-à-dire là où elles devraient recevoir les signaux de ne pas proliférer, elles vont quand même proliférer. Cette prolifération, elle est due à des mutations causales, des mutations qu'on appelle drivers, qui vont activer les oncogènes et inactiver les freins, les gènes suppresseurs de tumeurs. Et il y a tout un tas de diagnostics, et c'est un champ de recherche extrêmement actif, qui cherche à définir des diagnostics moléculaires sur la base des mutations, sur la base de l'expression des gènes, qui permettent de raffiner le pronostic par rapport aux simples analyses histologiques qui étaient les seules qu'on avait à disposition avant. Et évidemment, ça indique la thérapie à prescrire, et ce sera notre deuxième partie.